Fin 1915. La Première Guerre mondiale, qui ne devait durer que quelques semaines, s'enlise. Les forces de l'Entente sont à bout de souffle. Les Russes ont dû reculer face aux offensives des empires centraux pour se rétablir sur un front allant de la Baltique au Dniestre. Les Français et les Britanniques se sont cassés les dents sur les défenses allemandes en Artois, en Champagne, à Loos, et ont dû batailler ferme pour se maintenir dans les Flandres. Leurs réserves ne sont plus suffisantes pour envisager une offensive de grande ampleur avant l'été. De son côté, l'Allemagne doit toujours se battre sur deux fronts, sans compter l'aide à apporter à l'Autriche-Hongrie, en Italie et dans les Balkans. Elle possède un avantage industriel certain, mais est soumise à un blocus maritime qui la pénalise sur le long terme. Son chef d'état-major, Erich von Falkenhayn, qui a efficacement réorganisé l'armée et l'approvisionnement en munitions, cherche un moyen de faire la décision. Falkenhayn sait que frapper à l'Est est trop hasardeux. Certes, les Allemands y ont l'avantage technique, mais l'armée russe est plus nombreuse, le front trop large et la Russie trop immense pour permettre une victoire rapide. Ayant retenu la leçon des échecs de Frédéric le Grand et de Napoléon, il refuse de fournir les renforts réclamés par Paul von Hindenburg, commandant des armées du front Est, et choisit d'attaquer à l'Ouest. Sa réflexion rejoint en cela le plan Schlieffen, appliqué par les Allemands en août 14, qui amena les armées de von Kluck et von Bülow à 50 km de Paris. Il pense que vaincre la France obligerait les Britanniques à demander la paix et que l'Allemagne aurait ainsi pratiquement gagné la guerre. Il sait que l'Entente s'attend à une attaque dans les Flandres, ou en Somme, pour couper le lien entre Français et Britanniques et menacer les ports de la Manche et de la mer du Nord. Mais le rapport de force est bien plus favorable entre la Somme et la Suisse. À première vue, 87 divisions françaises s'équilibrent avec les 87 divisions allemandes qui leur font face. Cependant, la forme du front avantage les Allemands, qui ont moins de distance à faire parcourir à leurs réserves pour renforcer n'importe quelle position. C'est pourquoi ils peuvent se contenter de n'avoir que 17 divisions en réserve contre 29 pour les Français. Pour profiter à plein de l'effet de surprise, Falkenhayn décide d'attaquer l'une des places fortes, là où l'on ne l'attendra pas. De surcroît, celles-ci, comme Belfort ou Verdun, ont une importance symbolique particulière pour les Français, et leur prise assènerait donc un gros coup au moral des armées de la République. Son analyse le porte à choisir Verdun pour cible. De nombreuses raisons motivent ce choix. En premier lieu, il s'agit d'un saillant qui peut être attaqué et bombardé de trois côtés. Par ailleurs, l'état-major voit en ce saillant une menace contre certains intérêts allemands. Les Allemands craignent notamment, à tort, que l'armée française veuille lancer depuis Verdun une attaque contre le bassin métallurgique de Briey. Autre élément déterminant, la topographie. Elle est idéale. Le terrain est fait de bois et de ravins qui permettent de dissimuler les préparatifs d'une attaque. Ceci serait facilité par l'excellent maillage ferroviaire allemand dans la zone. A contrario, les Français n'ont qu'une seule voie de ravitaillement sur laquelle compter, ce qui devrait les empêcher d'acheminer rapidement renforts et matériels. De plus, la Meuse coupe le saillant en deux, ce qui permet de préparer une nasse pour y acculer les défenseurs. Enfin, la prise de Verdun ouvrirait une brèche béante, coupant en deux l'armée française pour réaliser un nouveau Sedan. Plus tard, Falkenhayn affirmera qu'il pensait que les Français jetteraient toutes leurs forces pour défendre un symbole comme Verdun, ce qui permettrait à la Heer, l'armée allemande, de les saigner à blanc. Il semble toutefois que cet argument n'ait été qu'une justification a posteriori. En tout cas, aucun de ses généraux n'était au courant d'un tel objectif. Le théâtre des opérations étant choisi, la tactique sera d'une horrible simplicité. Profiter de l'écrasante supériorité allemande en artillerie lourde pour écraser la zone sous un bombardement titanesque, puis occuper le terrain avec l'infanterie. Ce que Falkenhayn ignore, c'est que le front de Verdun est dans un état désastreux côté français. Paradoxalement, cette place forte est devenue le point faible du dispositif défensif français. La ceinture de fort n'est plus qu'une coquille vide, ou presque. En effet, Joffre a fait désarmer les forts en août 1915. Les canons ont été envoyés en d'autres points du front pour compenser la faiblesse de l'artillerie lourde française. Il faut également se souvenir que les forts belges avaient été rapidement détruits en 1914. Le GQG ne croit donc plus en l'efficacité du système de fortification. Par ailleurs, Verdun est un secteur calme depuis le début de la guerre, la Heer n'ayant jamais osé l'attaquer. On envoie donc des troupes renforcer d'autres endroits et on néglige les défenses. Parfois, il n'y a qu'une seule ligne de tranchées, mal entretenue, les fils de fer sont déchiquetés, le béton s'effrite, les voies de ravitaillement sont délabrées, bref, la situation n'est guère reluisante. Au bois des Cours, à une quinzaine de kilomètres au nord de Verdun, se trouve tout de même une brigade de chasseurs à pied. Cette unité d'élite est commandée par le lieutenant-colonel Émile Drian, gendre du général Boulanger et député de Nancy. Conscient de la situation, Drian envoie depuis des mois un cri de désespoir à ses collègues de la Chambre des députés.
L'affaire finit par remonter jusqu'au ministre de la Guerre, le général Gallieni, qui s'en émeut. Gallieni convoque Joffre, mais celui-ci le prend mal, assure qu'il contrôle la situation et menace de démissionner. Le généralissime repart sans changer de position. Côté allemand, les préparatifs sont d'envergure. On renforce les voies de communication, on construit des Stollen, ces galeries souterraines dans lesquelles viennent s'abriter les hommes. On aménage aussi des magasins de munitions qui sont remplis d'une réserve de 2 500 000 obus uniquement destinés à l'attaque initiale. 72 bataillons sont acheminés sur le front, ainsi que toute l'artillerie disponible. Au total, ce sont 1 millier de pièces d'artillerie, dont 540 canons lourds, qui sont mis en place le long d'une ligne de 12 km qui représente la plus forte concentration d'artillerie jamais réalisée alors. Tous ces préparatifs sont menés dans le plus grand secret possible avec une remarquable efficacité. Malgré toutes les précautions prises, les renseignements français détectent en janvier 1916 des mouvements de troupes dans le secteur de Montmédy, ainsi que sur les chemins de fer de la Meuse. Une inspection de la place forte de Verdun est alors décidée. Le général de Castelnau, qui l'amène, fait bonne figure sur le terrain, mais rend un rapport alarmiste. Joffre se décide alors à envoyer sur place un bataillon du génie pour remettre les défenses en état. Mais il est bien tard. Le 12 février, date prévue pour l'attaque, l'artillerie allemande est prête, mais la météo ne lui offre pas assez de visibilité. Elle ronge son frein jusqu'au 20 quand le temps se lève enfin. Le lendemain, la plus grande bataille de son temps peut commencer.